Allez, juste après vous restez avec moi. Nous allons recevoir un collègue, un aîné de la rédaction de la télévision nationale, Osias Sounouvou, est avec nous. Ensemble avec lui, nous irons sur le front terroriste. Il a eu le privilège d'être déployé aux côtés de l'armée béninoise sur le front de l'opération Mirador. Du nom de cette opération qui vise justement à enrayer la menace terroriste dans le nord du Bénin. Je vous propose de voir ce reportage intéressant qu'il nous propose et juste après on revient en plateau pour des compléments d'information. A tout de suite dans un peu plus de 8 minutes. Opération Mirador. Théâtre de déploiement. Nord Bénin. Mot d'ordre, traquer les terroristes, sécuriser le pays. Dans le cadre de la sécurisation de nos frontières nord à travers l'opération Mirador, les personnels des forces armées béninoises ont été déployés sur le théâtre des opérations. Ce théâtre, il est globalement subdivisé en 3 grandes régions que nous appelons fuseaux. Nous avons le fuseau ouest qui prend globalement en compte le département de la Takora. Nous avons un fuseau nord qui correspond globalement à la Liborie et le fuseau est qui prend globalement en compte les limites du département du Borgou. Réputé pays paisible, la tranquillité du Bénin a été brutalement secouée le 4 mai 2019. Fiacre Béji, sympathique guide touristique, venait d'être cruellement assassiné dans le parc Pandjari. C'est le début d'une série meurtrière. Face aux attaques récurrentes et multiformes, la hiérarchie militaire se réinvente et dresse un dispositif spécial. L'opération Mirador est née. Globalement, nous avons près de 3000 hommes déployés sur le terrain et leur mission consiste naturellement à s'opposer à toute infiltration des terroristes en provenance de là où nous savons que la menace est, du Burkina Faso et du Niger. Après la frontière, la ligne Porga, donc toute cette zone sur près de 100-150 km, il n'y a plus de présence des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Donc, il est assez facile à ces terroristes de s'infiltrer à travers les nombreuses pistes qu'il y a et passer par les forêts, la Pandjari ou du W pour venir commettre des actes de tuerie, des attaques de nos positions depuis que cette crise a commencé. Pour la première fois depuis son déploiement en 2022 au Nord Bénin, une chaîne de télévision est autorisée à descendre sur ces théâtres d'opération, en poule avec des reporters de guerre occidentaux. Première zone critique visitée, le Nord-Ouest. Alpha Kwara. Vous êtes ici au PC du sous-groupement tactique Interam Alpha Kwara. Nous sommes dans le parc W, hôte du gestionnaire et de ses agents très attentionnés, comme ils le sont avec les militaires détachés pour la mission antiterroriste. Les missions sont particulièrement des patrouilles pédestres, des patrouilles sur moto et des patrouilles motorisées. Pour des raisons évidentes de sécurité, on taira les détails stratégiques susceptibles de profiter à l'ennemi. Restez serein. Quand vous voyez un animal sauvage, restez à distance. Leur mission dans ce parc, qui s'étend aux frontières, bénéficie du précieux soutien des Rangers, fins connaisseurs de ce paradis sauvage, sans quoi le péril serait double. Terroriste, puis celui des animaux effarouchés. Il faut noter que le groupement tactique Interam Fuseau Nord de l'opération Mirador est composé de plusieurs sous-groupements tactiques Interam, dont celui d'Alpha Kwara. Sous la conduite du commandant de l'opération Mirador dans la Liborie, nous sillonnons des itinéraires de patrouille jalonnés de soldats. Cap sur une autre position militaire, proche de la frontière Burkina-Bénin-Niger, point triple, zone rouge. Déplacement tous sens en alerte, sous escorte multiple. Des mouvements suspects sont à redouter,
Comme plus d'un an plus tôt, une embuscade meurtrière de terroristes, fatale à un soldat béninois, mais au bilan plus lourd chez l'ennemi. À ce pont, une halte s'impose. Nous sommes ici sur le pont Alibori. Dans le parc, pour quitter le Burkina et traverser, se rendre de l'autre côté, il faut forcément passer par ce pont. Derrière, le Burkina, pas loin, mais pas d'accès. Et pour cause. Nous avons tout juste barré l'accès au pont pour empêcher des passages illégaux. Voilà. Donc c'est à notre aise que nous passons. Le lit est sec, là on le voit. Éventuelles personnes suspectes, notamment des terroristes, peuvent passer par là. Évidemment, oui. Ils peuvent passer par là. Et comment vous gérez? Et il y a un réseau de patrouilles chaque jour avec des drones, avec des patrouilles pédestres qui permettent de déterminer, de localiser, au besoin neutraliser des personnes suspectes qui ne sont pas autorisées à venir dans le parc. On découvrira en amont la position à visiter. Un poste avancé fortifié, tapis dans la forêt, équipé d'engins adaptés à la menace. Sa position n'est pas fortuite. En ce sens qu'elle se situe au bord d'un as, nous l'appelons généralement la piste régionale, qu'elle relie de l'est à l'ouest le Bénin au Burkina Faso et débouche directement sur le point triple, qui est une position commune entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Donc du point triple, on peut passer par ici directement et traverser le Bénin. C'est ce que faisaient les terroristes. C'est ce que faisaient les terroristes il y a 2 ans de cela. Mais depuis l'installation de cette position, on n'a plus jamais constaté de traversée. Nous avons de plus grandes bases que nous appelons bases opérationnelles avancées. C'est celle-là que nous allons visiter tout à l'heure quand nous allons quitter cette position. Le prochain déplacement n'est pas une simple balade. Gilet et casque de rigueur. Ces pistes qui serpentent à travers les végétations sont de potentielles routes de trafic et de crimes terroristes. Après un parcours sans encombre, nous arrivons sur une base en finition, dans la commune frontalière de Malanville. Nantie de puissantes fortifications, la base de Boifo est une forteresse jamais encore construite au Bénin. Quelques voisins en apprécient la proximité. Vu la rapidité qu'on a mise dans la chose pour construire ce camp, vraiment, moi je suis très content de cela. Et le village aussi, autant qu'ils sont dedans, ils ont le cœur tranquille, puisqu'ils se disent, nous sommes encore plus sécurisés qu'avant. On dit les terroristes rentrent dans les villages, ils tuent les gens, ils prennent les gens, ils les emportent. Et encore aller au champ et tenter de travailler, on vient les renvoyer. Toutes ces difficultés-là, on est fini avec eux, qu'ils ne sentent plus ces difficultés-là. Ils labourent comme ils veulent et puis ils vivent comme ils veulent. Ils n'ont pas de soucis avec l'affaire des terroristes. Il faut savoir que dans ma zone de responsabilité, j'ai 3 frontières problématiques. J'ai la frontière avec le Nigeria à l'est, la frontière avec le Niger au nord et au nord-ouest, la frontière avec le Burkina Faso. Pour accomplir ces missions, il y a d'abord un maillage sécuritaire dans notre zone de responsabilité à travers des bases opérationnelles avancées qui sont actuellement en construction et des points avancés fortifiés que nous appelons des PAF, également en construction. Ces PAF dépendent de ces grandes bases à partir desquelles les opérations se mènent sur toute l'étendue de notre zone de responsabilité. Nos frontières sont poreuses, ce qui fait que ce n'est pas vraiment facile de contrôler les infiltrations sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle la haute autorité a décidé de doter les unités sur le terrain des vecteurs aériens qui permettent à partir du RAW de pouvoir aider les personnels qui sont au sol pour localiser l'ennemi
qui est tapi dans l'ombre et qui est difficile à déceler par les personnels au sol. Surveillance aérienne militaire. Une courte expérience nous est offerte dans la Takora, direction nord-ouest, la Pandjari, où tout a commencé. Aucun centimètre ne sera laissé à l'ennemi. Là-bas, comme dans la Liborie, l'armée est en état d'alerte. Voilà donc ce qu'il en est de cette opération Mirador. C'est une série de reportages que vous avez pu découvrir et que vous allez continuer d'ailleurs par découvrir sur la télévision nationale. Si vous avez manqué un épisode, vous n'allez qu'à aller sur les canaux digitaux de l'ORTB pour découvrir donc en replay tous ces reportages sur l'armée béninoise qui est justement sur le front terroriste pour sécuriser le territoire. En complément d'informations, on reçoit pour vous Osias Sounouvou. Bonjour Osias. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Très bien. Habituellement, vous êtes de l'autre côté de la table. On vous soumet aujourd'hui à l'exercice de répondre aux questions. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez que nous savons des choses et donc voilà, ça aurait pu vous empêcher d'être là ce matin, mais vous y êtes quand même. Merci d'être des nôtres et surtout de nous donner des informations supplémentaires pour les téléspectateurs qui sans doute ont envie d'en savoir davantage. Déjà, on a bien envie de savoir pourquoi vous avez pris le risque d'aller sur un théâtre militaire, sur un terrain où vous pouvez vous dire ah mais non, je préfère rester aux côtés de ma famille quand même. Oui. Sans flagornerie et sans se vanter, j'avoue que c'est un exercice du métier que j'adore particulièrement. Il y a de l'excitation pour un journaliste à aller sur des terrains de cette nature pour aller chercher l'information. Surtout que c'est dans un domaine où les acteurs principaux qui sont sur le front de l'activité sont d'ordinaire astreints à un silence stratégique qu'on peut bien comprendre. Mais cette fois-ci, il était important pour l'armée justement de satisfaire la soif de savoir comment le pays est sécurisé, de nous rassurer, en tout cas à tout le moins, de permettre aux citoyens de répondre à un certain nombre, d'avoir des réponses à des questions. Comment se fait-il que malgré le déploiement et un certain nombre de communiqués que l'armée nous sert pour nous rassurer par rapport aux contre-offensives, au fil du temps, les terroristes réussissent quand même à continuer à frapper? On a eu réponse à cette question et si vous voulez, dans le courant de notre échange, je vous donnerai quelques éléments d'explication. Absolument. Comment se sent un profane comme vous dans le vaste monde, on va le dire finalement ainsi, ou dans le petit monde des hommes en uniforme qui sécurisent le territoire? Une fois sur le terrain, quel a été votre ressenti? Je me suis senti protégé, si vous voulez, en fait, avec toute la petite escouade d'expédition de presse nationale, je veux dire télévision nationale et puis le journal de presse écrite de service public, ainsi que les journalistes étrangers qui ont été conviés, espagnols, allemands, français. On s'est senti véritablement, on était bichonnés. Mais il n'empêche qu'il y a eu une séquence où quand même l'homme qui adore le risque que je suis a eu quand même des moments de frayeur, surtout quand on survolait les espaces critiques, les espaces rouges, parce qu'on se dit si un projectile atteint l'aéronef, c'est plus compliqué. Il y a peu de chances littéralement de s'en sortir. C'est vraiment un moment de frayeur que j'ai connu, mais globalement, notre armée est une armée très professionnelle et qui l'a démontré d'ailleurs à ses résultats sur le terrain. Et comme j'ai beaucoup aimé la formule, et ça revient de manière répétitive dans la bouche et dans l'esprit, c'est collé à l'esprit de nos militaires, aucun pouce du territoire ne sera laissé à l'ennemi. Ils sont dans cet état d'esprit et depuis qu'ils ont réinvesti les espaces, notamment des parcs occupés entre-temps par ces terroristes, justement, il n'y a plus de présence. Alors la question, il n'y a plus de présence de terroristes sur nos parcs, mais comment ils arrivent à s'infiltrer? Ils font des incursions furtives et ils repartent sur le voilà. Aucun centimètre ne sera laissé à l'ennemi en notant cet état d'esprit. Avez-vous le sentiment que le territoire béninois est vraiment sous contrôle?
le territoire, justement, c'est pour nous donner ce sentiment, oui, et c'est pour, au-delà du sentiment, pour nous donner à voir la preuve que justement c'est sous contrôle. Le deuxième reportage que j'ai diffusé l'a montré, on allait jusqu'à 100 mètres la frontière du Burkina, une zone très critique dans le parc Pandiari, où justement une base de l'armée a subi une attaque foudroyante des terroristes. On a pu aller recueillir les témoignages, montrer justement ces images mais totalement effrayantes où justement on sent la rage avec laquelle ces individus armés non identifiés, si vous voulez, on reviendra sur cette appellation. C'est aussi l'une des occasions pour en savoir davantage sur qui sont ceux-là qui nous attaquent. Mais eh bien, ils sont furieux, mais les nôtres ils sont très déterminés. Je veux parler de notre armée, très déterminés. Effectivement, ils ne laissent aucun poste du territoire à l'ennemi, aucun. Et comment se passe la vie dans cet espace, les populations qui résident dans ce genre de milieu? Comment est-ce que vous les avez trouvées une fois sur place? Quelles sont ces populations anxieuses? Est-ce qu'elles se sentent en sécurité ou elles ont simplement le désir de partir? Anxieuses, elles l'étaient juste avant le positionnement des bases et des installations militaires béninoises. Parce que on est allé par exemple à Alpha Kouara sur une base avancée fortifiée de l'armée qui jouxte des populations riveraines. Et là, on a eu le témoignage qu'on a rencontré des veuves dont les maris avaient été exécutés par des terroristes et qui avaient décidé de fuir en fait, complètement d'abandonner leur lieu d'habitation. C'est à Malanville, mais avec l'arrivée de l'armée et l'installation de la base avancée, la vie a repris son cours normal et ils applaudissent en fait l'arrivée de l'armée. Ils disent ils ne pouvaient pas rêver mieux. Il y a même le chef de village du coin qui nous a confié qu'il se sent en sécurité comme s'il était à Cotonou. Pendant que vous étiez justement sur le théâtre de cette opération, enfin sur le terrain pour ce reportage, il y a eu cette attaque de Kaobagou. Comment est-ce que vous avez reçu cette information de votre champ de bataille en griffe? Sur le front, c'est au lendemain de notre arrivée, donc ça s'est passé la nuit de notre arrivée à Parakou, première étape de notre périple de cette expédition. On s'est dit, c'est terrible. Il continue, malgré ce qu'on voyait comme armada déployée par l'armée. Il y avait quand même un point d'inquiétude, mais en même temps une envie d'aller au plus près du front, du danger, pour tâter de très près l'état de la situation. Mais en voyant l'état d'esprit de notre armée, extrêmement résolu. D'ailleurs, un reportage va suivre pour montrer l'état d'esprit de nos soldats, dont la réputation est établie sur les théâtres de guerre à l'étranger, dans des opérations de maintien de paix. Ils sont exemplaires. Mais cette fois-ci, ils ont exalté leur engagement, surtout parce que leur territoire était justement, leur territoire est menacé. C'est vrai, quand on a entendu parler de citoyens égorgés à Kaobagou, on a eu peur. On a eu peur, mais les militaires, on sentait chez eux comme une rage de régler leur compte, et ça n'a pas raté. Je crois le lendemain, leur contre-offensive a porté 2 morts, je crois bien, au moins, et puis des blessés et même des terroristes capturés. Vous savez, quand on vous voit de retour d'un tel terrain, un terrain aussi dangereux, on a envie de vous poser toutes sortes de questions. Bien sûr. Justement, qui sont ceux-là qui nous en veulent? Alors, dans un premier temps, on les désignait sous le vocable générique de djihadiste, parce qu'on considère que ce genre de manœuvre, d'attaque criminelle, sauvage, totalement déshumanisée, c'est l'œuvre, on l'a vu un peu partout sur la planète, de groupes djihadistes qui, lorsqu'ils commettent leur acte, généralement ils revendiquent, ils laissent des traces, ils signent, soit par des vidéos publiées sur Internet. C'est aussi une manière pour eux, en fait, de se vanter, de montrer aux populations, en tout cas à leurs cibles, qu'ils ont affaire à forte partie. Mais cette fois-ci, à part une seule fois, la plupart des attaques n'ont pas été revendiquées. Et à force d'observation et de renseignements, et pour en avoir capturé certains parmi eux, et avoir recueilli des informations précises, informations sur leurs outils de communication, dans leurs outils de communication, leur téléphone, l'armée béninoise a pu comprendre en fait qu'il s'agissait de groupes armés d'un banditisme transfrontalier qui profitent justement de l'activité des djihadistes au Sahel
pour faire prospérer leur activité de trafic en tout genre, trafic d'or, même de bétail. Ils tuent des éleveurs peuls pour prendre le bétail et aller monnayer ça sur des marchés, notamment le Nigeria, le plus gros marché, où ils monétisent en fait leur butin. Et avec ce butin, ils remontent en Libye, justement, qui est une armurerie à ciel ouvert, pour aller acquérir des armes qui leur servent à commettre le crime. En gros, il ne s'agit pas forcément toujours de personnes qui combattent sous la bannière d'une pseudo-religion ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment du banditisme à grande échelle. Oui, c'est tout un mélange. La plupart, en tout cas de ceux qui frappent, de ces individus qui frappent sur notre territoire, la plupart sont des individus armés non identifiés qui ne revendiquent pas leurs attentats. Mais alors, la question c'est pourquoi? On peut se poser, j'imagine que ça vous titille de savoir, mais c'est quoi leur motivation? Qu'est-ce qui vaut au Bénin de subir de plein fouet justement leurs attaques? Tout simple. Toute la bande frontalière qui couvre les deux parcs, le parc Pandiara et le parc Douvé, il faut savoir que c'est, bon, en tout cas le théâtre d'opération délimité par l'armée pour sécuriser le territoire, c'est, alors je consulte un autre, 86 800 km². C'est plus que la moitié de la superficie du pays. Toute la bande frontalière est à la fois un refuge pour ces groupes quand ils frappent, ils commettent leurs crimes, leurs actes criminels dans les pays frontaliers, le Togo, le Burkina, le Niger et le Nigeria. C'est un raccourci aussi, donc un corridor de transit pour le trafic. Alors, ils attaquent le Bénin en représailles à la contre-offensive déployée par le Bénin depuis que eux, ils ont commis le casus belli de tuer un touriste béninois. Là, le gouvernement qui bichonne justement cet espace de parc, à cet espace animalier, ce paradis sauvage, à coups de milliards, ne pouvait pas supporter justement que de tels crimes se commettent sur son territoire. Et d'ailleurs, au-delà des intérêts, des enjeux économiques, il y avait aussi et surtout, avant tout, la question sécuritaire, protéger le territoire. C'est un devoir régalien du gouvernement. Et quand on connaît le tempérament, le cran de celui qui dirige le pays, il n'était pas question, et il n'est pas question justement de céder face à ces individus. On sait que la menace terroriste, évidemment, essaime dans presque toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Quelle est la coopération qui existe entre les soldats béninois et ceux des autres pays limitrophes, notamment le Niger, le Burkina Faso, qui, justement, vous nous avez confié, a accepté que le Bénin puisse chasser jusqu'à 150 km au-delà de ses frontières. Absolument. Il y a un droit de poursuite des assaillants qui viennent perpétrer leurs crimes, leurs actes sur le territoire béninois, un droit de poursuite qui a été négocié par le chef d'État béninois avec les dirigeants du Burkina notamment, pour aller les poursuivre, les pourchasser jusqu'au-delà, jusqu'à hauteur de 150 km sur le territoire. Puisque, comme l'a indiqué le colonel Gominan, le chef d'état-major adjoint de l'opération de la garde nationale, mais chef de l'opération Mirador, la zone frontalière du Burkina qui fait qu'avec le Bénin, c'est une zone de non-droit qui n'est pas du tout occupée, un no man's land. Donc, c'est un territoire privilégié de circulation et d'opération pour ces terroristes. Mais depuis que le Bénin a signé cet accord, vous imaginez bien que les opérations de surveillance du territoire font projeter le contrôle de notre frontière jusqu'à la hauteur de ces 150 km pour identifier tout mouvement suspect. Et quand, avec justement l'hélicoptère à bord duquel on est allé à la frontière du Burkina, équipé de capteurs thermiques et infrarouges, capables d'aller détecter des cibles entre 9 et 12 km d'altitude, y compris sous feuillage, depuis que cet aéronef a été acquis, il a été possible pour l'armée béninoise de repérer, de frapper et, pour reprendre le thème, de neutraliser. Vous voyez déjà, sans vous faire une démonstration, de quoi il s'agit, des individus, ces fameux individus armés non identifiés. Vous nous dites que la traque est aussi aérienne désormais. On parle de 3000 ou plus de 3000 hommes déployés sur le terrain. Comment est-ce que vous les avez vus, leur disposition? Alors, évidemment, vous imaginez bien que je ne donnerai pas de scénographie d'occupation stratégique du territoire, mais ils sont déployés, voilà, à partir de bases
armées qui sont en construction, dont certaines sont presque terminées. On en a vu avec des fortifications jamais vues auparavant. Des bases, justement, militaires, c'est comme des casernes équipées, à partir desquelles se déploient des troupes tout le long des frontières. Quand on dit tout le long, c'est pas pratiquement à tous les kilomètres, mais il y a des patrouilles au niveau de ces postes avancés fortifiés qui font des rondes de surveillance sur plusieurs kilomètres. Je ne vous dirai pas combien de fois par jour, mais ce qui est sûr, c'est des rondes régulières. On a pu en observer tout le long de notre périple. Et puis, il y a certaines personnes qui nourrissent beaucoup de fantasmes autour de la présence de forces étrangères dans les rangs des soldats béninois. Est-ce que vous en avez vu sur le terrain? Est-ce que cela est réel? Est-ce qu'il y a une présence, une base militaire française ou tout autre, comme on a pu l'insinuer dans l'opinion? Oui, mon temps de latence pour prendre la parole peut vous amener à se dire, est-ce qu'il y a un doute? Non, il n'y a pas de doute. Il y a du personnel étranger, notamment occidental, sur le terrain, mais pas au sein de notre armée. Mais en revanche, ils sont des encadreurs, ils sont des assistants, des gardes, pas des gardes forestiers, mais des rangers. Ces gardes super entraînés qui surveillent justement les deux parcs et qui protègent les deux parcs. C'est ce type en fait de personnel qu'on a rencontré et qui aide à maîtriser la surveillance, le contrôle des deux parcs et dont, ensemble avec les rangers béninois, dont le concours est tellement précieux que sans eux, il aurait été quasiment mission impossible pour notre armée de se déployer dans un espace animalier rempli de toutes sortes de dangers par rapport à la présence justement des bêtes sauvages. Et il était important que notre armée, nos militaires bénéficient du concours et de l'assistance. Il y a cette anecdote il y a cette anecdote de la vipère dont... Ah oui, mais justement, parlant de ce type de danger, j'ai failli être attaqué. Bon, attaqué, le mot est peut-être un peu fort, par une vipère que j'ai enjambée en entrant dans le bungalow où on a séjourné dans le parc Pandiari. Il a fallu justement la vigilance de deux gardes spéciaux pour nous éviter justement le pire. Est-ce que vous prendrez bien volontiers un billet retour? Volontiers, mais je vous passe la main. Je sais que vous êtes friand de ce genre d'expédition. Pourquoi pas, ce serait une superbe expérience, pourquoi pas. Alors, Osias Sounouveau, avant de vous laisser filer, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des reportages à voir très prochainement, à venir? Alors, très prochainement, tout le monde se pose des questions sur le mode opératoire de ces terroristes, malgré le déploiement militaire. Et je dois très rapidement dire, sans totalement défricher le sujet, qu'ils sont capables, ces individus, une fois leur affrontement direct avec l'armée s'étant révélé fatal pour eux, de choisir désormais des attaques perfides sur des populations civiles totalement isolées. Et comment ils interviennent? Ils viennent faire du renseignement sous des apparences banalisées. Et après, ils interviennent de nuit, avec des motos, au bruit étouffé, avec un baillon mis sur le pot d'échappement, tout phare éteint. Ils sont redoutables, avec une connaissance terrible de cet espace, de ce paradis sauvage. Donc, on aura un reportage sur leur mode opératoire, mais également sur la stratégie de coproduction de la sécurité. En fait, cette démarche collaborative que l'armée a déploie les forces de défense de sécurité, pour qu'ensemble avec les populations, justement, lorsque ces individus suspects apparaissent, que les populations puissent, et c'est grâce à ça justement, à leur collaboration, que certains ont pu être tués et arrêtés. Donc on verra aussi un reportage sur... Vous avez des images pour illustrer tout ça? On a des images et des témoignages. Alors quand on se rend dans cet espace... J'oubliais même l'état d'esprit des jeunes, un peu en harmonie, en osmose, avec l'état d'esprit guerrier de nos militaires, des jeunes qui sont actuellement sur le front du recrutement. On a rencontré des jeunes à qui on a quand même rappelé la situation sur le front. Au lendemain de l'attaque de Kaobagou,
Ces jeunes ont dit justement, parce que notre territoire est menacé, il n'est pas question, parce que si on laisse le territoire, on disparaîtra. La sécurité est désormais perçue par les citoyens et c'est tant mieux. Ça correspond à ce qu'on peut souhaiter, une sorte de sainte alliance entre l'armée et sa population pour faire face justement à ce péril-là. Quand on se rend dans ce type d'espace, est-ce que finalement tout le monde ne devient pas suspect? Quand on sait qu'il n'y a pas peut-être un profil, un portrait robot de celui-là qui peut frapper à tout moment? C'est un risque qui est couru. D'autant plus que les terroristes ont une proximité culturelle. Et je fais très attention aux mots, ne serait-ce que par la langue. La langue Peul, généralement qu'ils parlent avec nos communautés Peul. Et c'est un moyen pour eux de tenter de les manipuler, de faire de l'instrumentalisation par différents arguments que je ferai ressortir dans un reportage dédié justement à la question, c'est est-ce que, comme on le soupçonne, il y a des complices au plan national? Oui, mais ils ne sont pas nombreux. La chance qu'on a justement, c'est l'intégration des populations, des communautés Peul avec toutes les autres populations. Lorsqu'il y a des conflits, même entre les éleveurs et les agriculteurs, ils trouvent toujours des modes pacifiques de règlement. Et dans une localité à Fakwara, à 99% musulmane, on peut aussi craindre, riveraine du parc d'Ouvé, que les terroristes viennent faire leur recrutement là. Mais c'est une communauté qui est totalement debout dans ses bottes et il n'est pas question justement pour la tradition musulmane religieuse du terroir de céder à des aventures guerrières de cette nature. Ozia Sounouvou, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin et nous faire ce complément d'information en ce qui concerne justement votre descente dans le Nord Bénin aux côtés de l'armée béninoise pour voir de très près l'opération Mirador déployée justement par la Grande Muette pour sécuriser le territoire béninois face donc aux ennemis de la liberté qui font des incursions, vous l'avez rappelé, sporadiques sur le territoire béninois pour frapper malheureusement les pauvres populations. Le territoire est sécurisé, aucun centimètre ne sera laissé à l'ennemi. C'est finalement ce qu'on retient. On verra très prochainement justement vos autres reportages qui vont suivre le courant certainement de cette semaine. De cette semaine. On verra l'état d'esprit de nos soldats, le mode opératoire également des terroristes qui viennent et qui essaient de foutre en greffe le bordel sur cette partie de notre territoire. Merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver très, très prochainement.